Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Réunion sécuritaire au palais de Barabda en présence de tous les responsables des services de sécurité. Objectif, améliorer les performances des renseignements et dynamiser la coopération au niveau de la sécurité nationale. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre sur pied la conférence de Genève, la coalition de l'opposition syrienne reporte à début novembre sa décision d'y participer. En Égypte, la communauté copte une nouvelle fois prise pour cible. Un homme ouvre le feu à la sortie d'une église faisant 3 morts, dont une fillette de 8 ans dans le nord du Caire. Et à suivre également dans ce journal, Laurent Fabius convoque l'ambassadeur des États-Unis au Quai d'Orsay après les révélations du journal Le Monde sur les écoutes en France de la NSA, l'Agence de sécurité nationale américaine. Réunion sécuritaire au palais de Barabda ce lundi sous l'égide du président Michel Sleiman et en présence de tous les responsables des services de sécurité. Objectif, améliorer les performances des services de renseignement et dynamiser la coopération au niveau de la sécurité nationale. Cette réunion intervient après la publication d'un document des services de sécurité de l'aéroport de Beyrouth affirmant que plusieurs voitures piégées ont récemment été introduites au Liban à partir de la Syrie. La formation du nouveau gouvernement au cœur d'un entretien entre Michel Sleiman et Samir Geagea. Le leader des forces libanaises a révélé au quotidien El Akhbar qu'il s'était entretenu avec le chef de l'État loin des médias pour accélérer les efforts en vue de la mise en place du cabinet de Tamam Salam. Geagea estime que tout retard porte atteinte à la Constitution et aux institutions de l'État. Il dit craindre que le Liban ne se retrouve sans Constitution et sans République si cette situation perdure. Le chef des FL a affirmé ne pas être autorisé à révéler les prises de position du président lors de cet entretien, soulignant seulement que Sleiman est en contact permanent avec le Premier ministre désigné. Walid Jumblat estime pour sa part que seuls les officiels libanais et les institutions étatiques sont habilités à traiter des problèmes du Liban. Selon le chef du Parti socialiste progressiste, les efforts du directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, pour la libération des otages libanais ont montré que les institutions officielles devraient être les seules habilitées à traiter avec la communauté internationale. Pour le leader druze, les ingérences qui ont eu lieu de la part de diverses parties dans ce dossier n'ont fait que compliquer et retarder la libération des pèlerins. Et justement, les 9 otages libanais libérés samedi après 17 mois de détention aux mains de rebelles syriens auraient été extraits de Syrie par un commando des services secrets turcs. C'est du moins ce que rapporte le journal pro-gouvernemental turc Sabah. Selon ce quotidien, les forces spéciales sont intervenues mercredi dernier dans la ville d'Azaz, à quelques kilomètres à l'intérieur du territoire syrien. Une zone en proie à de violents combats entre forces djihadistes et groupes rebelles depuis maintenant plusieurs semaines. Ce commando serait parvenu à en extraire les 9 otages et à les ramener sur le sol turc. L'information du journal intervient alors que le chef des services secrets turcs, Hakan Fidan, fait l'objet de vives critiques aux États-Unis et en Israël. La semaine dernière, le Washington Post l'a accusé d'avoir livré à l'Iran une dizaine de noms d'espions iraniens travaillant pour le Mossad, les renseignements israéliens, une accusation catégoriquement démentie par Ankara. Les 3 suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement des 2 pilotes turcs au Liban ont été libérés ce lundi. Parmi eux, Mohamed Saleh, un proche de l'un des pèlerins. Les 3 suspects avaient été arrêtés quelques jours après le rapt des pilotes de la Turkish Airlines, enlevés le 9 août dernier près de l'aéroport de Beyrouth. Ils ont été libérés samedi dans la foulée de la libération des pèlerins libanais. Réchauffement des relations entre Michel Aoun et Sleiman Frangieh, les chefs du CPL et des Marada, se sont récemment réunis après une longue période de froid. Frangieh reprochait notamment à son allié de ne pas tenir compte de ses avis politiques. La réunion a eu lieu au domicile du gendre d'Aoun, le général Chamel Rokoz. Le chef du courant patriotique libre était accompagné du ministre sortant de l'énergie, Gebran Bassil. Frangieh, lui, était accompagné de son fils Tony et de l'ancien ministre Youssef Saadeh. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre sur pied la conférence de Genève 2, la coalition de l'opposition syrienne ne décidera de sa participation que début novembre, après avoir reporté sa réunion interne prévue cette semaine.
Un report qui intervient alors que la pression internationale s'accentue pour qu'elle s'y rende. La raison, le président de la coalition, Ahmed Jarba, doit se rendre demain à Londres pour une réunion des amis de la Syrie, 11 pays qui soutiennent l'opposition syrienne. La coalition reste profondément divisée sur cette deuxième conférence de Genève. Le Conseil national syrien, sa composante principale, a d'ores et déjà annoncé qu'il n'irait pas en Suisse et menace de faire scission si la coalition y assistait. Le CNS refuse toute discussion avec le régime tant que Bachar el-Assad n'a pas démissionné, une exigence que Damas continue de rejeter, soutenue par son allié russe. Et puis sur le terrain, la situation se dégrade de jour en jour pour les citoyens qui continuent d'essuyer les bombardements des forces gouvernementales. Jean-Hervé Bradol, médecin urgentiste et coordinateur de projet chez Médecins sans frontières, vient de passer 2 mois en Syrie. On écoute son témoignage. Les bombardements ont continué, il y a un blocus, ils ne peuvent pas recevoir de nourriture, ils ne peuvent pas recevoir de médicaments. Donc globalement, leurs conditions a continué à se dégrader. De même, pour toutes les populations qui sont dans la zone contrôlée par l'opposition, qui sont exposées quotidiennement au bombardement. Bombardement des forces gouvernementales et bombardement qui ciblent les hôpitaux, les boulangeries, qui cherchent vraiment à s'en prendre de manière assez systématique aux civils et aux opérateurs des secours. Il y a des avions qui viennent bombarder, il y a des missiles Scud qui arrivent à côté de chez vous, et quand vous vous approchez un peu des lignes de front, pour les petites villes qui sont proches des lignes de front, ces bombardements à l'artillerie quotidiens, et encore une fois avec une volonté de cibler les services de secours, les hôpitaux en particulier. Il y a un petit peu d'aide qui passe à travers la frontière entre la Turquie et la Syrie, mais les gros opérateurs habituels, ils sont du côté gouvernemental exclusivement. Donc il y a vraiment un déséquilibre et il faut comprendre que maintenant la rébellion contrôle la moitié du territoire national. La communauté internationale, elle s'est beaucoup émue des personnes qui ont été victimes d'attaques au gaz, et dans le fond elle les a complètement laissées tomber de la manière la plus cynique possible après avoir obtenu un accord de désarmement. Encore une fois, ces personnes, elles sont victimes d'un blocus aujourd'hui, bombardées, privées de médicaments, privées de nourriture. On se sent pas complètement impuissant, parce qu'encore une fois, on a 6 équipes en opération, on soigne des gens, on en opère tous les jours, donc on voit une certaine utilité à notre travail. Mais c'est vrai que la communauté internationale doit réorienter son effort pour les populations syriennes. Aujourd'hui, il est partial, déséquilibré, et il consiste beaucoup en un soutien au régime en place. Dans un instant, nouvelle défaite de Napoléon en Allemagne 200 ans plus tard. Les détails en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La communauté copte d'Égypte, une nouvelle fois prise pour cible. 3 personnes ont été tuées hier soir par des tireurs inconnus à moto alors qu'elles sortaient d'une église après un mariage. Parmi elles, une fillette de 8 ans. 12 personnes ont également été blessées. Il s'agit du premier attentat contre des Coptes perpétré au Caire depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée égyptienne le 3 juillet dernier. Les islamistes accusent cette minorité chrétienne d'avoir soutenu le coup de force des militaires. Selon Amnesty International, une quarantaine d'églises ont été sérieusement endommagées lors d'attaques contre la communauté copte qui représente 6 à 10% de la population égyptienne. La branche militaire du Hamas a reconnu être à l'origine d'un tunnel creusé entre Gaza et l'État israélien. Un tunnel qui devait permettre l'enlèvement de soldats israéliens. Selon le porte-parole du groupe des brigades Ezzeddin El-Qassam, enlever des soldats est la seule manière de lutter contre l'occupation et de faire libérer les prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le tunnel de 450 mètres de long a été découvert dimanche dernier. Dans la foulée, Israël a annoncé la suspension de l'autorisation d'importation de matériaux de construction dans la bande de Gaza. C'est par un tunnel de ce type qu'un commando palestinien s'était infiltré en Israël en juillet 2006 et avait enlevé le soldat Gilad Shalit. La saga de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine, continue. Laurent Fabius a convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Paris après des informations selon lesquelles la NSA a massivement intercepté des communications en France. Le chef de la diplomatie française réagissait à des informations du site internet du quotidien Le Monde et selon lequel la NSA a effectué 70,3 millions
d'enregistrement de données téléphoniques de Français sur une période de 30 jours entre le 10 décembre 2012 et le 8 janvier 2013. Le Monde cite des documents de l'ancien consultant de l'agence américaine Edward Snowden à l'origine de ces révélations. Selon le quotidien, la NSA dispose de plusieurs modes de collecte. Quand certains numéros de téléphone sont utilisés en France, ils activent un signal qui déclenche automatiquement l'enregistrement de certaines conversations. Cette surveillance récupère également les SMS et leur contenu en fonction de mots-clés. Les cibles de la NSA concernent aussi bien des personnes suspectées de liens avec des activités terroristes que des individus visés pour leur simple appartenance au monde des affaires, de la politique ou encore de l'administration française. Réaction. Au vu de ces informations du Monde, j'ai convoqué immédiatement l'ambassadeur des États-Unis et il sera reçu ce matin même au Quai d'Orsay. Nous avions déjà été alertés au mois de juin et nous avions réagi fortement, mais visiblement il faut aller plus loin. Ce type de pratique entre partenaires qui portent atteinte à la vie privée est totalement inacceptable. Et il faut s'assurer très rapidement, en tout cas, qu'elles ne sont plus pratiquées. Les révélations du Monde, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais à partir des documents exportés par Edward Snowden, sont évidemment, telles qu'elles apparaissent, telles que je les ai entendues sur votre antenne, choquantes et vont appeler des explications précises des autorités américaines dans les heures qui viennent. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi au Luxembourg, les législatives anticipées pour cause de scandales d'espionnage ont redessiné en partie la carte politique du pays. Au pouvoir depuis 1995, Jean-Claude Juncker et son parti Chrétien Social restent la première force politique avec 33,7% des voix, en baisse de 4,3 points par rapport à 2009. Le doyen des dirigeants européens aura 23 sièges sur les 60 de la Chambre des députés, soit une perte de 3 mandats. D'importants feux de forêt continuent de ravager le sud-est de l'Australie. Ce que craignent les autorités ce lundi, c'est que les différents foyers se rejoignent. Cela pourrait alors créer un méga incendie encore plus difficilement contrôlable et qui pourrait menacer la ville de Sydney. Plus de 200 habitations ont déjà été détruites. La province de Nouvelle-Galles du Sud a elle été évacuée et l'état d'urgence décrété. La zone est en proie à une des pires sécheresses de ces dernières années. Et puis cette fumée blanche n'est pas une simple couche de brouillard, il s'agit en fait de pollution. Nous sommes à Harbin, métropole de 11 millions d'habitants dans le nord-est de la Chine. La ville vient de redémarrer son système public de chauffage à l'approche de l'hiver. Un système qui repose sur des centrales à charbon. Les relevés atmosphériques pratiqués ce lundi indiquent une concentration de particules 40 fois supérieure au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Certains jouent aux soldats de plomb, d'autres à la guerre grandeur nature. En Allemagne, 6000 bénévoles se sont costumés pour célébrer les 200 ans de la grande bataille de Leipzig. Un combat sanglant qui a marqué la défaite de Napoléon face aux troupes prussiennes, autrichiennes, russes et suédoises. Une victoire à l'origine de la nation allemande. C'est un événement spécial en Allemagne, car la victoire en 1813 sonne le glas de la domination napoléonienne sur les États allemands. Mais ces combats furent aussi parmi les plus sanglants du 19e siècle. En 3 jours, sur 600 000 soldats, plus de 100 000 périrent. 30 000 spectateurs ont assisté à cette grande fresque historique, reconstituée par des figurants venus de 28 pays. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Réunion sécuritaire au palais de Brabda en présence de tous les responsables des services de sécurité. Objectif, améliorer les performances des renseignements et dynamiser la coopération au niveau de la sécurité nationale. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre sur pied la conférence de Genève 2, la coalition de l'opposition syrienne reporte à début novembre sa décision d'y participer. En Égypte, la communauté copte, une nouvelle fois prise pour cible. Un homme ouvre le feu à la sortie d'une église, faisant 3 morts, dont une fillette de 8 ans dans le nord du Caire. Et puis Laurent Fabius convoque l'ambassadeur des États-Unis au Quai d'Orsay après les révélations du journal Le Monde sur les écoutes en France de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée.